35 siècles avant l'ère chrétienne et environ 2500 ans avant les prophètes du Nouveau Testament, les anciens Égyptiens méditent déjà sur le plus profond et le plus insondable mystère de l'existence humaine. Toutes les sociétés se retrouvent aux prises avec le plus grand mystère de la vie, la mort. Cependant, peu ont abordé la mort aussi directement ou avec un respect aussi important, autant de cérémonies et de rituels, que les anciens Égyptiens. Pour eux, la mort n'est qu'un cycle parmi toute une série. Le Nil se gonfle, puis redescend, les récoltes sont plantées, puis vient la moisson. Une personne vit, puis meurt. Cependant, si vous êtes bien préparé, le plus important de tous les cycles commence après la mort. Depuis l'aube de leur histoire, les Égyptiens croient fortement à la vie future, une existence qui continuerait éternellement. Pour ces anciens Égyptiens, la mort n'est qu'une transition. Dans l'Égypte ancienne, la mort était toujours présente, parce que pour eux, ce n'était pas la fin de tout comme ça l'est pour nous. C'était simplement un changement d'état. Et bien sûr, ils vont continuer de vivre et leur âme, leur force de vie, leur personnalité va pouvoir transcender tout le traumatisme réel de la mort et continuer dans la vie suivante. Le concept égyptien de vie éternelle se distingue quelque peu de celui des cultures chrétiennes qui suivront dans les siècles à venir. Les Égyptiens n'aspirent pas à une vie meilleure, à une sorte de paradis céleste après la mort. Ils veulent simplement continuer à vivre la vie qu'ils connaissent et apprécient, ici, sur Terre. La société égyptienne consacre une quantité considérable d'énergie aux rituels entourant la mort. En étudiant ces rites anciens, les archéologues tentent non seulement d'apprendre comment les Égyptiens mouraient, mais également, ils l'espèrent, tentent d'en savoir davantage sur la façon dont ils vivaient. Comment traiter la mort? C'est toujours la même question. Les archéologues essaient encore de découvrir quelles réponses les Égyptiens y apportaient. Nous avançons avec précaution à travers quelques rizières ici, dans le delta du Nil, en route vers un site de fouilles sur un très ancien lieu de sépulture. Il date de l'Ancien Empire, il y a 4500 ans. L'égyptologue hollandais Willem van Haarlem est à la tête d'un site de fouilles international là-bas. Et pourvu qu'on ne casse pas un essieu en chemin, nous sommes presque arrivés. La majeure partie de l'Égypte est occupée par le désert. Et les restes des anciens Égyptiens qui y sont enterrés sont restés intacts pendant des milliers d'années. Cependant, les conditions dans la région du delta du Nil sont très différentes. Ici, les nombreux bras du grand fleuve approvisionnent le niveau hydrostatique très proche du sol. Pratiquement tout ce qui est enterré dans la boue du delta se décompose rapidement. Je rejoins Willem van Haarlem à l'ancien cimetière où il est en train d'effectuer ses fouilles dans la région du delta. Pour des archéologues comme lui, c'est un endroit où il est frustrant de rechercher le passé. Mais j'ai la chance d'arriver un jour où l'on a déterré un corps de sa tombe ancienne afin de l'étudier. Willem me présente Alexis Cole, un spécialiste des ossements humains originaire de Russie. Alors Alexis, parlez-moi de ce que vous avez là. S'agit-il d'un homme ou d'une femme? Nous savons que c'était un homme entre 25 et 35 ans et nous n'avons pas trouvé de traces indiquant une maladie sur ses os. C'était donc une personne en bonne santé? Oui, en très bonne santé. Ici nous avons les jambes, et ça c'est le pelvis? Oui, les jambes, le pelvis, et ici on voit les bras. Et les côtes? Oui, ce sont les côtes. Et ça c'est son crâne? Oui, c'est son crâne, et vous pouvez voir la mâchoire ici. Ainsi que 13 perles. De quand date ce squelette?
En gros, entre 2500 et 2000 avant Jésus-Christ. Il est donc vieux de 4000 à 4500 ans. Dans cette sépulture rudimentaire, il y a des offrandes ici qui suggèrent que même à cette époque lointaine, il existait un sentiment très fort de vie éternelle et de l'endroit où cette personne s'en allait après la mort. Absolument. Ces récipients contenaient sans doute des aliments. Dans d'autres sépultures, nous avons retrouvé des arêtes de poissons à l'intérieur de récipients, comme ceci. C'est peut-être du poisson conservé d'une certaine manière, salé ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous allez sortir le squelette et les pots d'offrande, peut-être. Oui. Et si vous voulez, vous pouvez nous aider en récupérant certaines des perles, par exemple. Aucun Égyptien n'était enterré sans préparation pour la vie à venir. Cet homme a été envoyé dans l'éternité avec un collier. J'ai réussi à trouver plusieurs perles en pierre provenant de ce collier que nous allons garder pour les étudier. Alors voici une autre. Comment faites-vous pour garder le fil? Nous donnons le numéro 3, celle-ci, parce qu'il y en a une plus petite entre les deux que nous n'avons pas encore sortie. Et ensuite, nous les mettons dans des boîtes de pellicule avec le numéro écrit dessus, afin de pouvoir retrouver l'ordre exact pour les réassembler d'après le croquis que j'en ai fait. Vous devez avoir des milliers de boîtes comme ça. Oui, c'est vrai. Elles sont très utiles pour prendre des échantillons de découvert de petites dimensions. Pour autant que Van Haarlem et ses collègues sachent sur cet homme vieux de 4000 ans, nous n'en saurons jamais plus. Quel était son nom, sa profession? Avait-il une famille? Ce dont on peut être sûr, c'est qu'il espérait trouver son chemin dans la vie future. Mais on ne passe pas automatiquement du monde des vivants à la vie éternelle des morts. C'est un processus complexe et soumis à un grand nombre de rituels qui ne peut être entrepris avec succès que par ceux qui ont mené une vie morale. Et ils doivent être prêts à surmonter de nombreux obstacles. Le passage dans la vie future se produit dans une région que les Égyptiens appellent les enfers. C'est le grand dieu Osiris qui gouverne ce royaume profondément mystérieux. L'âme du défunt est présentée à Osiris et à un tribunal de 42 juges. Ici, on lui pose une série complexe de questions et de devinettes concernant sa vie. Il est impératif d'y répondre correctement pour gagner la vie future. Ils devaient passer un test moral et rituel avant de pouvoir entrer dans la vie future. Il s'agissait de juger leur valeur morale et éthique. Ensuite, ils recevaient des pouvoirs magiques dans la vie future, qui devaient leur permettre de triompher des nombreux dangers qu'ils y rencontreraient. La partie la plus cruciale de cet examen était connue sous le nom de la pesée du cœur. Au cours de cette cérémonie, le cœur du défunt était mis en balance avec une plume. Si le cœur et la plume étaient en équilibre, la personne pouvait accéder à la vie future. L'enjeu de ces tests étant tellement important, il était naturel pour les anciens Égyptiens de chercher de l'aide. Tandis que l'enveloppe physique est momifiée et mise au tombeau, l'âme poursuit son grand voyage à travers les enfers dans l'espoir de renaître dans la vie future. Il faut savoir qu'il existe des cartes, des guides pour ce voyage. On les appelle le livre des morts, et ce sont des extraits de ce livre que l'on trouve sur les murs de tous les tombeaux. Il s'agit de directions, d'instructions à l'intention des âmes défuntes. Parfois, ces textes funéraires soit décrivent, soit fournissent carrément une carte représentant la vie future et les itinéraires à travers la vie future. Et c'est très important parce que les routes à suivre sont très dangereuses. Ce qui attend ceux qui échouent à l'examen minutieux déterminant l'entrée dans la vie future est le pire cauchemar de tout Égyptien. Ceux qui sont jugés indignes sont jetés dans des puits infernaux et torturés. Ceux qui échouent au test sont donnés en pâture au terrible monstre Amenuit, le dévoreur des morts. Cependant, pour des gens qui aimaient tellement leur terre et la vie qu'elle leur apportait, leur plus grande frayeur était peut-être la pensée de devoir passer l'éternité loin de leur Égypte bien-aimée.
Il s'appelait Mazahert. Il était général de l'armée, grand prêtre de Amon-Ré et l'un des fils du pharaon Pénédjem Ier. Il souffrait de violents maux de tête. Nous possédons certaines des lettres qu'il a rédigées à son docteur, lui demandant un remède. Peut-être bien que cela n'a pas marché, bien qu'il ait vécu jusqu'à l'âge relativement avancé de 52 ans. En dépit de tous les détails que nous avons sur sa vie, pour les visiteurs de ce musée, il n'est rien de plus qu'une momie. Depuis les Grecs et les Romains jusqu'aux scénaristes de Hollywood, rien dans la vie des Égyptiens n'a autant fasciné le monde que la momification. Ceci en est une illustration réussie. Cela signifie qu'en ce qui concerne Mazahert, il est toujours vivant. La fascination générale inspirée par les momies n'est pas un phénomène récent. Napoléon était intrigué par les momies lorsqu'il a envahi l'Égypte en 1798. Les premiers archéologues semblent obsédés par ces corps préservés. Excepté l'or, rien n'a fait l'objet d'autant d'efforts de leur part que la recherche de momies. Mais dans leur zèle, ils ne faisaient pas toujours très attention à la façon dont ils manipulaient les morts. Il en est résulté une compréhension seulement partielle de la signification de la momification et de la manière dont cette pratique a vu le jour. Les anciens Égyptiens croyaient que Mazahert ne pouvait continuer à vivre après la mort que si son corps était préservé. Je pense que le fait qu'il se donne autant de mal démontre clairement que le corps lui-même était censé continuer à exister dans la vie future et qu'ils auraient la possibilité de regagner leur corps et que leur corps prendrait à nouveau la forme d'un être vivant. Il est crucial pour l'âme d'une personne d'arriver à retrouver son propre corps qui représente la base ou la demeure de l'âme. Il faut que le corps soit aussi reconnaissable que possible. Dans les premières années de la civilisation égyptienne, il est assez facile de préserver le corps. Les morts sont simplement enterrés dans des tombes constituées d'un trou peu profond. Le sable chaud du désert garantit que les tissus sécheront avant que le cadavre ait le temps de pourrir. Cependant, alors que l'Égypte devient plus sophistiquée, les Égyptiens commencent à vouloir un lieu de sépulture qui soit davantage qu'un trou dans le sable. Vers 3400 avant Jésus-Christ, l'aristocratie égyptienne se fait enterrer dans des tombeaux en surface. Mais en l'absence d'un lit de sable sec, leur corps se décompose. Il faut une meilleure méthode de préservation, parce que sans le corps, il n'est pas question de vie future. Il a fallu près de 1000 ans, mais ce qui s'est développé est un système complexe de momification. Les anciennes méthodes ne nécessitent pas beaucoup plus que l'enveloppe du corps dans une toile de lin qui est ensuite enduite de résine liquide. Cependant, alors que le temps passe, il apparaît aux Égyptiens que, comme dans tous les organismes, les organes internes du corps humain sont les premiers à se détériorer. À partir de la 4e dynastie, en 2600 avant Jésus-Christ, on commence à enlever ces organes et les premières vraies momies font enfin leur apparition. Le procédé devient de plus en plus sophistiqué, jusqu'à son apogée sous le Nouvel Empire, environ 1500 ans avant l'ère chrétienne. La réalisation d'une momie commence avec l'éviscération. On fait sortir le cerveau par le nez en petits morceaux. L'estomac, les poumons, le foie et les intestins sont retirés par une petite incision. Chaque organe est placé dans une canope spéciale, comme celle-ci. Ces canopes sont ensuite conservées près de la momie, de façon à ce que l'âme reconnaisse les pièces détachées qui lui appartiennent. Tout le monde ne subit pas la même momification. Comme l'acheteur d'une voiture qui se voit offrir le choix entre des sièges en tissu ou en cuir, 6 ou 8 cylindres, les familles des morts dans l'ancienne Égypte peuvent choisir la sorte de momie qu'elles désirent. Qu'il s'agisse de l'aristocratie ou des classes inférieures, tous espèrent préserver le corps de leur mieux. Mais évidemment, c'est une question de chiffres. Les classes inférieures ne peuvent pas nécessairement s'offrir une momification détaillée. Il y avait différents niveaux de momification en Égypte, même si le plus souvent, seuls les gens les plus aisés pouvaient se permettre la momification.
Néanmoins, dans ce groupe, il y a des méthodes plus ou moins onéreuses pour le faire. Et évidemment, le pharaon bénéficie des meilleurs procédés qui existent. S'agissant du corps du pharaon, l'acte de momification consiste en un procédé astreignant d'une durée approximative de 40 jours. Les ingrédients les plus précieux sont employés pour enduire le corps. On fait venir les résines de pin et de genévrier depuis les terres du Liban actuel. On fait apporter de l'encens et de la myrrhe depuis la Somalie actuelle, dans la péninsule arabe. De la cannelle et de la cire d'abeille sont également utilisés pour parfumer le cadavre et sceller le corps. Une fois la préparation du corps achevée, on l'enveloppe avec précaution dans des bandelettes de lin jusqu'aux doigts et orteils qui sont enveloppés individuellement. Alors que les siècles se changent en millénaires, la quête de la momie idéale se poursuit. La reconnaissance de la momie est tellement cruciale que les Égyptiens sont à la recherche de toute technique qui les aidera à préserver l'apparence des morts. Le trait le plus reconnaissable du grand pharaon Ramsès II est son grand nez crochu. La préservation de ce nez distinctif va nécessiter une solution novatrice. Des radiographies effectuées en 1977 ont révélé la présence dans la cavité nasale du pharaon de dizaines de grains de poivre qui devaient assurer que le nez légendaire puisse être reconnu pour l'éternité. Sous le Nouvel Empire, on a commencé à insérer de petits oignons sous les paupières, parce que les yeux se composent en majorité d'eau. Aussi, quand on les dessèche, ils s'enfoncent. Alors pour plusieurs des momies royales, on insère de petits oignons de manière à créer une jolie petite bosse à l'apparence naturelle. Comme ça, ils ont seulement l'air de dormir. On utilise aussi des galets peints pour remplacer les yeux. On se sert parfois de sciure de bois, de paille, de sable et de lichen pour modeler les traits du visage et leur redonner approximativement l'apparence que le défunt présentait de son vivant. Nous ne savons pas grand-chose des gens qui effectuent le processus d'embaumement des morts. Nous savons en revanche que l'enveloppement final de la momie est souvent réalisé par des prêtres portant des masques du dieu Anubis, la déité responsable de la momification. Une fois la momie du pharaon complètement enveloppée, elle est souvent couverte d'un masque funéraire ressemblant au pharaon. Le plus célèbre de ces masques est le fabuleux masque doré qui couvre le visage de l'enfant roi du Nouvel Empire, Toutankhamon. La plupart des experts sont de l'avis que lorsque l'Empire romain prend le pouvoir sur la civilisation égyptienne dans le 1er siècle avant Jésus-Christ, les standards de momification ont déjà changé. Bien que la pratique conserve une importance critique pour les Égyptiens, la qualité du travail des embaumeurs n'est souvent plus ce qu'elle était. Vous savez, il y a des histoires d'horreur en archéologie où l'on défait ce qui a l'air d'une momie tout à fait normale et on trouve en réalité des morceaux de plusieurs corps qui ont été collés ensemble mais présentés à la famille comme Monsieur X ou Madame Y et qui lui sont donnés à la place du corps qui doit être enterré. Il semble donc que le procédé d'embaumement ait été souvent bâclé. Ce qui n'a pas changé, c'est la croyance qui veut que la momie doit être identifiée par la personne décédée. Ces merveilleux portraits des morts ont été peints sur des morceaux de bois et placés sur le visage des momies. Ils ont l'air d'avoir un style romain, mais ce sont en fait les visages d'Égyptiens. Ils contemplent les siècles dans l'espoir de se voir accorder leur souhait de passer l'éternité auprès de leur Dieu. Alors que le processus de momification évolue lentement, il en va de même de l'attitude des Égyptiens concernant l'endroit où enterrer leurs proches. Les premiers Égyptiens étaient enterrés dans le sable. À l'époque des premiers pharaons, les concepts de mort et de vie future sont devenus plus sophistiqués. Et les Égyptiens commencent à rechercher de meilleures façons d'enterrer les morts. Plus de 3000 ans avant l'ère chrétienne, les attitudes des Égyptiens concernant l'enterrement ont commencé à changer. On ne considère plus de simples trous dans le désert comme étant appropriés. Ce qu'il faut, c'est une demeure plus substantielle et plus permanente pour les défunts. Une structure avec de la place pour tout ce dont le défunt aurait besoin dans son long voyage dans la vie future. Et de la place pour les offrandes et la nourriture pour reprendre des forces.
Le genre de tombeau qui a évolué est connu aujourd'hui sous le nom de mastaba. Il s'agit de simples structures rectangulaires avec une seule chambre mortuaire. Les groupes de mastaba deviennent des villes pour les morts. Alors que les pratiques funéraires deviennent plus complexes, il en va de même pour les tombeaux mastaba. Les Égyptiens pensent que, aussi longtemps qu'on rend hommage au défunt et qu'on répète son nom, cette personne reste vivante. Des chambres séparées sont ajoutées au mastaba pour permettre aux amis et aux proches de rendre hommage au défunt et de dire des prières en son nom. Les Égyptiens pensent que l'âme d'un mort revient fréquemment dans son corps pour se reposer et prendre des forces. Par conséquent, on apporte de la nourriture, de l'eau et même du vin au mastaba pour le défunt. Des centaines de mastabas ont été construits ici sur le plateau de Gizeh. Tout autour de nous sont enterrés les hauts fonctionnaires de la cour des pharaons et les membres de leur suite. La plupart des tombeaux ont fait l'objet de fouilles dans les années 30, mais beaucoup sont restés introuvables. Le docteur Anne Roth est à la tête d'une équipe qui est ici pour explorer tout ce champ de mastaba. Ils essaient de trouver les tombeaux manquants et d'en apprendre davantage sur les pratiques funéraires de l'Ancien Empire. Les tombeaux mastaba comme celui sur lequel je suis assise ont été construits à l'époque de l'Ancien Empire, voire plus tôt, comme une espèce de tertre artificiel couvrant le corps de la personne décédée. Nous revenons sur des tombeaux qui avaient déjà fait l'objet de fouilles vers la fin des années 30 pour essayer de trouver, en les examinant d'un peu plus près, si nous pouvons établir les activités de ceux qui les ont construits, de ceux qui en étaient propriétaires, de ceux qui travaillaient ici comme prêtres et de ceux qui vivaient ici en touristes, et ainsi vraiment recréer la vie dans le cimetière. Alors ceci est l'un des mastabas que vous êtes en train d'explorer à nouveau. Non, pas celui-ci en fait, celui qui est par là. Brad a passé quelques jours à dégager là où ce mastaba s'était écroulé par-dessus celui-ci. Et tout de suite, quand il a commencé à nettoyer la surface même du mastaba, il a découvert plusieurs chambres mortuaires. Et elles sortent de l'ordinaire, car elles n'ont pas l'air d'avoir de puits au-dessus d'elles. Nous n'avons pas encore réussi à y entrer. Il est possible qu'ils aient en fait enterré les personnes et ensuite construit tout le mastaba au-dessus d'elles. Vous avez été très occupé. Parlez-moi de ce que vous avez trouvé ici. Eh bien, quand nous avons ouvert la chambre pour la première fois, nous pouvions voir le dessus d'un crâne, donc nous savions qu'il y avait une sépulture à l'intérieur. Il s'agit ici, apparemment, d'une femme assez jeune, aux alentours de 18 ans, et on peut le déduire du fait que les os n'ont pas fini de fusionner. Lorsqu'on grandit, les os se transforment, bien sûr. Cette sépulture n'est que l'une des deux que nous pensons avoir dans ce tombeau. Nous étions à la recherche du puits de celle-ci et sommes tombés sur une deuxième sépulture que vous êtes, je crois, sur le point de découvrir, n'est-ce pas? Oui, je pense. Ce corps est partiellement excavé, mais nous avons sans doute une sépulture complète à cet autre endroit. C'est épatant, est-ce qu'on peut regarder? Alison, nous avons un autre corps. Vous voyez quelque chose en bas? Je vois un crâne et peut-être un tibia. Oui, c'est bien un tibia. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour nettoyer ce squelette? Eh bien, je vais faire beaucoup de balayage, en faisant attention à ne pas déplacer les os. Le problème avec ces sépultures est que, comme vous avez pu le remarquer, l'espace y est très restreint. On voit que ça a été dérangé. Peut-être une femme. Les os sont assez petits. Il est clair que c'est un adulte. Bien, il va falloir le déterrer et découvrir ce que c'est. Enfin, qui sait? Super, on a un autre corps. Déterrer des corps est un peu effrayant en réalité parce qu'il s'agit de personnes. Et nous ne devons pas oublier qu'il s'agit de personnes. Nous essayons de les traiter avec beaucoup de respect. Nous avons découvert un cadavre qui avait les mains sous la tête. Et la tête reposait, les mains reposaient sur un petit coussin en pierre. Cela vous apprend presque des choses sur leur personnalité. Et il y a le sentiment d'un lien avec ces anciens Égyptiens qui étaient enterrés dans ces tombeaux. Ceci est le crâne d'une femme qui est morte il y a environ 4400 ans. Elle devait avoir entre 30 et 39 ans, sans doute approximativement 35 ans. Et il n'était pas rare de mourir à cet âge. Elle est plutôt intéressante. Elle a un abcès dentaire en cours. Vous pouvez voir l'abcès ici. Il est dans sa première molaire gauche. Et vous pouvez voir ces deux trous ici, sans doute très douloureux, et peut-être la cause de sa mort.
Il est possible de mourir d'un abcès dentaire non traité. Les Égyptiens avaient un taux d'usure des dents très élevé parce qu'ils écrasaient leurs grains avec des meules en pierre. Ça laissait beaucoup de gruau dans leur farine et il y avait beaucoup de poussière ambiante. Alors vous pouvez imaginer que toute une vie à manger du pain fait de cette manière, c'est comme mâcher du papier de verre. Grâce à leurs travaux, Anne Roth et ses collègues sont peut-être en train d'offrir au peuple ancien qu'ils étudient la vie éternelle qu'ils désiraient tant. Nous espérons les faire vivre plus longtemps en les étudiant et en partageant ce que nous savons de leur vie, parce que les anciens Égyptiens croyaient qu'une partie de votre âme était constituée de ce que les autres pensaient de vous. Alors en rétablissant ce rapport humain avec ces morts, nous espérons nous faire pardonner tout manque de respect de notre part vis-à-vis de leurs ossements. Les ossements contenus dans ces mastabas à Gizeh appartenaient à des gens du peuple, de la classe moyenne. Même pour les pharaons, la mort arrive enfin un jour. Les Égyptiens pensaient que quand leur roi mourait, ils rejoignaient le grand dieu Ré pour porter sans fin le soleil dans le ciel à bord d'un navire céleste. Afin de garantir que le pharaon aurait une embarcation à sa disposition pour cet important voyage, des bateaux tels que celui-ci étaient parfois enterrés près des tombeaux royaux. Au premier abord, il semblerait improbable de trouver un tel navire royal à cet endroit, encore moins une flotte tout entière. Ces gigantesques murs sont presque les seuls vestiges d'un vaste complexe de temples mortuaires. Ils ont été construits dans le désert près de l'ancienne ville de Abydos pour rendre hommage au roi défunt qui gouvernait l'Égypte il y a presque 5000 ans. C'est ici en 1991 que le docteur David O'Connor a fait une découverte saisissante, le premier d'un grand nombre de bateaux enterrés juste en dehors de ces murs. Il faisait de nouvelles découvertes alors même que j'arrivais. Matthew Adams est directement adjoint au projet. Il nous explique comment ces anciens navires ont d'abord été découverts. Nous avons remarqué assez tôt dans nos travaux qu'il y avait des murs insolites sortant du sable à cet endroit. Laissez-moi vous montrer. Ah oui, je vois. Initialement, nous pensions qu'il s'agissait des murs d'un bâtiment quelconque. On peut voir des briques en terre ici et juste un peu du plâtre d'origine qui recouvrait les murs. Mais il présente ces formes curieuses au bout. Voici un coin et il se termine par ici de façon arrondie, en courbe. Quelle est la clé du mystère? La clé du mystère est que ces murs renferment, ou du moins étaient construits pour renfermer, des bateaux en bois. Les bateaux étaient placés dans un trou peu profond. Ensuite, les murs en briques étaient construits tout autour. Chacun des bateaux à l'intérieur de ces structures est rempli de briques en terre et ensuite le tout est couvert d'une espèce de plâtre fait de boue. Et ils sont réellement à l'intérieur, là? Il y a des bateaux en bois à l'intérieur de ces structures en ce moment. Et à quoi sert le rocher? Nous pensons que le rocher est une sorte d'ancre symbolique pour amarrer les bateaux sur place de façon permanente, voire éternelle. Épatant. Alors ce qu'on a là, ce sont des murs enfermant un véritable bateau en bois. Et ça, est-ce que c'est la proue ou bien la poupe? Nous ne sommes pas vraiment sûrs si c'est la proue ou la poupe. C'est une forme distincte, cependant. Très distinct, oui. Quelle est la longueur totale? Le plus long mesure environ 30 mètres sur environ 3 ou 4 mètres de large. 30 mètres? Ce sont des dimensions vraiment considérables. Oui, des embarcations considérables. La tâche consistant à déblayer les tonnes de sable qui recouvrent ces bateaux est énorme. Une fois achevé, il faudra retirer les couvercles en plâtre avec beaucoup de précautions et on pourra commencer à avoir une idée de ce à quoi ces bateaux ressemblaient autrefois. Tandis qu'on balaie le sable, il est possible, en faisant attention, de mettre à jour les planches en bois des longs vaisseaux étroits placés ici il y a près de 5000 ans. Regardez ça. Ici, vous pouvez en fait voir toute une série des planches longitudinales qui s'étendent sur la longueur du bateau. Vous pouvez voir les espaces entre les planches.
Ces planches semblent vraiment très épaisses. C'est exact. Elles ont une épaisseur entre 5 et 7 cm et demi et nous ne connaissons pas encore précisément leur longueur. Elles ne sont pas suffisamment dégagées. De quel bois s'agit-il? On dirait du bois de cèdre provenant de ce qui est aujourd'hui le Liban. À plus de 1500 km. C'est ça. Alors d'après la forme, ce serait le fond de la coque et ensuite la coque remonterait comme ceci. Et par ici, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est du bois déposé le long de la coque qui devait monter jusque-là et s'arrêter à peu près ici, en haut des briques. Et ces trous, est-ce que ce sont des insectes en train de dévorer les coques? Non, ce sont des trous qui ont été faits dans le bois lors de la construction du bateau pour faire passer les cordes qui maintenaient les planches ensemble. Elles étaient passées à travers ici, en voici une série ici et une autre série ici. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous utilisez sur ce bois pour le conserver? Une fois que le bois est exposé, nous le consolidons immédiatement avec de la résine acrylique. Cela permet de le tenir. Il l'empêche de sécher davantage. Et qu'est-ce que c'est sur le côté, là? Sur le côté, nous avons des pigments jaunes. On les voit ici, continuant tout le long ici. Donc, ce serait un bateau peint comme on en voit sur les bas-reliefs des tombeaux. C'est exact. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Quand nous aurons fini de renforcer le bois, nous avons l'intention de prendre les morceaux un par un pour les étudier de plus près. Mais il y a 12 bateaux comme celui-ci. C'est cela. Nous ne nous occupons que de celui-ci pour l'instant. Pendant des années, on a pensé qu'il n'y en avait que 12, mais nous avons trouvé une surprise il y a seulement quelques jours de cela. Laissez-moi vous montrer. Donc, vous saviez qu'il y avait 12 bateaux ici? Oui. Et juste derrière vous, vous voyez le bateau numéro 12. Et il y a encore 2 jours, j'aurais juré qu'il n'y en avait pas plus de 12. Mais nos fouilles cette année ont révélé cette ligne de briques qui va en montant. Et c'est le bateau numéro 13. Alors il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Vous pourriez avoir des centaines de bateaux à travers tout le désert. C'est possible. Alors essentiellement, ce que vous avez ici, c'est une ancienne marina, c'est ça? Nous avons une flotte royale amarrée dans le désert. On découvre encore davantage des secrets de l'Égypte. Peu de temps après mon départ de Abydos, on a trouvé un 14e bateau. Les bateaux de ce site sont les plus vieux du monde. Cette flotte royale que Matthew Adams et ses collègues tentent de sauvegarder est enterrée près des tombeaux mastaba des premiers rois. Après des siècles d'utilisation des simples mastabas, les coutumes relatives aux enterrements sont devenues plus complexes. Vers 2700 ans avant Jésus-Christ, les rois égyptiens sont prêts à bâtir des tombeaux à plus grande échelle. L'Égypte est un paradis pour les momies. Pendant des siècles, le mastaba a satisfait les besoins des morts. Mais alors que le nouvel empire est en plein essor, l'Égypte atteint l'apogée de sa prospérité. Désormais, les pharaons vivants ont besoin d'autre chose, pas seulement un tombeau, mais un monument dédié à leur propre grandeur. Environ 2600 ans avant l'ère chrétienne, les pharaons égyptiens créent les plus grands tombeaux que le monde ait connus. Le plus imposant contient plus de 2,5 millions de blocs de pierre calcaire, chacun pesant au moins 2,5 tonnes. Faisant leur début sous l'Ancien Empire, les pyramides deviennent la dernière demeure des pharaons pour plus de 900 ans. Mais ces mausolées géants consomment des ressources énormes. La construction des pyramides, même les plus modestes, grève l'économie égyptienne. Même cachées au fin fond des pyramides, les tombes des pharaons ne sont pas à l'abri des pilleurs qui pillent leurs cadavres avec beaucoup de succès. Vers la fin de l'Ancien Empire, la royauté égyptienne commence à rechercher d'autres endroits où leurs morts pourraient se reposer pour leur long et difficile voyage vers l'immortalité. Dès le début du Nouvel Empire, il s'opère un changement dans les observances religieuses. Au même moment, il devient évident que les tombeaux mastaba et même les pyramides ne sont pas à l'abri des ravages des pilleurs de tombes, alors que les gouvernants égyptiens ont commencé à rechercher un site plus sûr pour les tombeaux de leurs personnages importants. Ils ont choisi cette vallée aride, près de Thèbes.
Les pharaons sont amenés ici pour entamer leur vie éternelle, dans un endroit que le monde moderne connaît sous le nom de Vallée des Rois. L'isolation lointaine de la vallée semble offrir la protection nécessaire. La construction du tombeau d'un pharaon commence généralement dès qu'il accède au trône. Certains ouvriers creusent les grandes chambres dans la pierre calcaire des montagnes. D'autres couvrent les murs de peintures et de sculptures magnifiques. D'autres encore réalisent les inscriptions qui doivent assurer au roi un passage réussi au travers des enfers. D'anciens textes révèlent que lorsque la nouvelle de la mort du roi se fait entendre, on ajoute à la hâte sur le tombeau des décorations finales et des ornements élaborés. Après la momification, le corps du pharaon est transporté sur le Nil par bateau. Ensuite, un entourage composé de nombreux prêtres et du cortège funèbre accompagne la momie tandis que l'on traîne lentement son cercueil dans la vallée sur le chemin poussiéreux qui mène au tombeau qui l'attend. Il aura fallu plusieurs jours de rituels et de cérémonies pour apporter le corps momifié du pharaon depuis la rive du Nil jusqu'à l'entrée du tombeau ici. Depuis que le pharaon est décédé, on s'active frénétiquement pour préparer cet endroit. Et maintenant, enfin, l'acte final de la vie du pharaon va commencer. L'air est rempli de l'odeur de l'encens et du son des psalmodies. Les prêtres mènent la procession jusqu'au tombeau, suivis de la famille royale en deuil. Enfin, la procession atteint cet endroit, la chambre funéraire située profondément au sein du tombeau. On dépose la momie dans son sarcophage. On chante des dernières prières rituelles et le lourd couvercle est mis en place. Le cortège funèbre retourne au pays des vivants et on laisse le pharaon dans sa nouvelle demeure pour la vie future. Pendant plus de 5 siècles, les pharaons qui sont enterrés dans cette vallée ont régné sur l'Égypte à l'apogée de sa grandeur et de son influence. Mais 1000 ans avant l'ère chrétienne, la puissance de l'Égypte et de ses rois a entamé son déclin. D'autres cultures plus fortes prennent la place de l'Égypte comme puissance dominante dans le Moyen-Orient et finalement occupent le territoire égyptien. Les Perses, les Grecs hellénistes et enfin les Romains contrôlent le pays des pharaons. Étonnamment, aucun de ces envahisseurs n'impose sa religion. L'Égypte continue de vénérer les dieux anciens. Fait remarquable, les attitudes vis-à-vis de la mort ne changent pas, un fait qui est illustré de manière dramatique par une découverte récente. Nous sommes dans le grand désert de l'ouest égyptien, à environ 300 km à l'ouest du Caire. Ce n'est pas un endroit à tomber en panne, il fait très chaud ici. En conduisant sur la route, il semble impossible qu'il y ait quoi que ce soit entre ici et la frontière libyenne, à l'exception de la chaleur et beaucoup de pierres et de sable. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a certains endroits où des dépressions dans le sol du désert permettent d'atteindre et d'exploiter les vastes nappes d'eau. Grâce à cela, 5 oasis luxuriantes ont vu le jour. Nous nous dirigeons maintenant vers l'une d'elles, c'est Bahariya, là où l'archéologue égyptien Zahi Hawass est en train de superviser les travaux sur une découverte incroyable. Quand l'Égypte faisait partie de l'Empire romain, la vaste oasis de Bahariya était une communauté prospère comptant 10 000 habitants. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, cette oasis est célèbre pour ses dattes et son vin. Aujourd'hui, elle est célèbre pour un accident impliquant un âne. En 1996, un ouvrier se déplaçait sur son âne ici dans l'oasis de Bahariya. Tout à coup, la patte de l'animal est passée au travers de la croûte du sol désertique. Il y avait un trou. L'ouvrier a regardé dans le trou et il y avait des momies. Beaucoup de momies. C'étaient les premières de ce qui allait s'avérer la plus grande cachette de momies jamais découverte. Presque 4000 ans après les débuts du rituel de momification,
Ces momies ont l'air un peu différentes des premiers exemples. La plupart n'ont pas de cercueil. Au lieu de cela, leurs visages sont couverts par des masques en espèce de papier mâché appelé cartonnage. Mais l'importance que les Égyptiens attribuent à la préservation du corps pour la vie future n'a pas diminué. Le cartonnage doré de ces visages a donné son nom à cet endroit, la vallée des momies dorées. Le docteur Zahi Hawass du Conseil suprême égyptien sur les antiquités est responsable des fouilles dans ces tombeaux. Il m'a fait faire le tour des travaux qui ont été effectués jusqu'à présent. Alors docteur, quel est ce tombeau? Découvert ici dans la vallée des momies dorées, dans ce tombeau seul, nous avons découvert 41 momies. Il y a un nombre incroyable de momies, je n'en ai jamais vu autant. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce type de momie ici, vous pouvez en voir au moins 3 types différents. Si vous regardez celle qui a le visage recouvert d'or. Et voici la momie qui est entièrement enveloppée dans du lin seulement. C'est beau, n'est-ce pas, la manière dont c'est fait? Oui, effectivement. Et ces momies que vous dites couvertes d'un cartonnage, vous pouvez les voir recouvertes de scènes avec des dieux et des déesses. Et regardez cet enfant. Nous avons fait radiographier un enfant comme celui-ci, mais il s'agit, je pense ici, d'un enfant âgé au maximum de 2 ans. C'est magnifique. Inexact d'affirmer que la momification pendant la période romaine s'était détériorée, ce n'est pas vrai. C'est en très bon état. Je pense que cette momie qui est au centre ici pouvait être le chef de famille. C'est pourquoi il est au centre. Il pouvait être le chef de famille, parce qu'il est couché au centre de la pièce. Et ils l'ont disposé sur une sorte d'estrade surélevée. C'est pour cela que je pense qu'il est le chef de toute la famille. C'est très émouvant de voir une famille entière enterrée ici. Est-ce le cas dans les autres tombeaux? Chaque momie est différente des autres momies. Et chaque momie nous raconte une histoire sur les gens. Allons-y. Voici un autre tombeau. Combien en a-t-on découvert jusqu'à présent? Jusqu'à maintenant, sur l'ensemble des tombeaux, nous avons découvert 207 momies. Si vous regardez cette momie, dans cette section ici, même la façon dont les yeux sont incrustés ici, remarquable. C'est vraiment superbe avec l'or et le cartonnage. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de plus riche? Oui, toute momie ayant de l'or sur elle implique que la personne était riche. Et celle-ci, c'est du plâtre? Oui, mais je pense que c'était une future mariée. Elle est morte avant le mariage. Et je pense que sa famille a appliqué le maquillage sur les lèvres et les joues afin qu'elle puisse se marier dans la vie future. Combien d'autres tombeaux comme celui-ci pensez-vous trouver ici? Oh, je pense que je passerai ma vie entière à faire des fouilles, à découvrir les secrets des momies, ainsi que de nombreuses histoires sur la vie des gens ici. Et j'ai déclaré à de nombreuses reprises que nous allions découvrir au moins 10 000 momies. J'appelle cet endroit la vallée des momies dorées. Il est facile de penser que l'acte de momification ne s'applique qu'aux grands pharaons. Ce sont leurs tombeaux qui ont attiré autant d'attention et d'efforts de la part des archéologues. Mais à Bahareya, les tombeaux sont remplis non pas de membres de la royauté, mais de gens du peuple. Un père enterré avec son enfant reposant sur sa poitrine. Une femme fixant du regard la momie de l'homme qu'elle aimait. Il nous rappelle que les citoyens moyens de l'Égypte ancienne cherchaient aussi à déjouer la corruption du corps par la mort. Pour la majeure partie des 4000 ans, la momification occupe une place importante dans la vie de famille des Égyptiens. La peine éprouvée par une famille égyptienne à la mort d'un bien-aimé était tout aussi réelle que la nôtre serait dans la même situation. Et pourtant, alors qu'ils sont eux-mêmes affligés, ils savent qu'au même moment, la personne décédée est en train de lutter pour survivre à son grand périple au travers des enfers.
Pendant ce temps, la famille doit entamer une longue série de rituels et de cérémonies. Le corps lui-même doit être momifié pour accueillir l'âme après la mort. Pour toutes les familles, cela représente un effort et une dépense énorme. Pourquoi le font-ils? Il ne s'agit pas d'une quelconque obsession morbide. Ils le font parce qu'ils sont profondément attachés les uns aux autres. La momification est un geste d'amour extraordinaire. Ils croient fermement que la mort n'était pas la fin de la vie, mais le commencement de l'éternité.